Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Conjuguer les plaisirs. On se retrouve en cette saison 2 avec Clémence, bien entendu. Bonjour Clémence. Et bonjour à toi Fabien, bonjour à tous, quel plaisir. Mais oui, tu vas bien ? Oui, très bien, et toi ? Ben ça va aussi. J'ai hâte d'entendre ton récit. On a eu des petits indices à la fin de l'épisode précédent. Oui. Tu vas nous en parler plus longuement. Je rappelle, allez, on le fait à chaque fois, mais bon, si des fois on a des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent là, sur cet épisode, on vous donne un petit peu le déroulé. Une émission qui dure une demi-heure, dans laquelle on vous fait une présentation de texte, et avant cela, le haïku. Après cela, première lecture, puis la lecture plus lente pour la dictée, et ensuite une troisième lecture à vitesse normale pour que vous puissiez vous relire, et puis on termine avec des petites notions d'orthographe ou grammaticales, mais vous inquiétez pas, on reste sur les choses assez communes, on parle un petit peu de langue française pour conclure cette émission. Et des fois d'ailleurs il y a des actus. Est-ce qu'il y en aura là, Clémence ? Non, je crois pas qu'il y aura des actus, mais par contre, vu que tu me donnes la parole, j'avais envie de rappeler que si nous avons choisi ce format de dictée, c'est aussi pour vraiment prendre le temps d'apprécier chaque mot qui sont écrits par l'auteur ou qui sont lus par le lecteur. C'est pas une dictée performance, être le meilleur, ne pas faire de fautes. C'est vraiment une dictée plaisir pour écouter chaque sonorité, car aucun mot n'est choisi au hasard. Et la lecture de la dictée permet d'en prendre pleinement conscience. Ouais, et c'est un grand plaisir pour nous à chaque fois de lire lentement les mots, prendre le temps sur chaque mot, l'appuyer, le redécouvrir en fait, parce que on n'a vraiment pas l'habitude de faire ce type d'exercice. J'espère que pour vous aussi c'est très plaisant d'avoir ce type de lecture, d'écoute plutôt, et en même temps d'écrire. Allez, c'est parti pour cet épisode, et on commence comme à notre habitude, par le haïku. Plus loin que l'alcôve, dans les doux chuchotements des ombres pleines. Plus loin que l'alcôve, dans les doux chuchotements des ombres pleines. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Allez, Clémence, je te laisse la parole. J'allais te griller ton introduction, mais non, je te laisse la parole. Alors, juste avant, j'ai envie de dire, Fabien a 2 choses qu'il ne doit pas dire dans cet épisode. Donc, tu fais bien de me le rappeler. Voilà, je te laisse te les remémorer en tête. Oui, merci. Parce que nous avons des petits secrets. Voilà. Eh oui. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, RS. Voilà l'indice que nous vous avons laissé dans le dernier épisode. Nous parlions aussi d'une actrice très connue. Mais aujourd'hui, je vous parle de sa fille, Sarah Biasini, qui a écrit un magnifique livre intitulé « La beauté du ciel ». Pour les fins connaisseurs, vous avez peut-être deviné de qui on parle à travers ce nom de Sarah Biasini, qui pourrait être sa mère. Pour les autres, je nommerai la fameuse actrice peut-être plus tard. Car pour aujourd'hui, je veux que l'on mette sa fille sur le devant de la scène. Sarah Biasini donc. Je vais commencer en vous lisant le résumé de ce livre. Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et surtout d'une absence, celle de sa propre mère. Quand cesse-t-on d'être la fille aimée à qui sa mère manque ? Peut-être jamais. Peut-être quand on devient soi-même mère ? La beauté du ciel, premier ouvrage de Sarah Biasini, nous emporte sur son passage. La vie demeure, envers et contre tout. Je vais d'abord parler de mes impressions personnelles après la lecture.
parce que comme je te l'ai dit Fabien, j'ai lu ce livre d'une traite tant je l'ai trouvé doux, profond, intelligent, j'ai envie de dire aussi, révélateur d'une sensibilité féminine immense. On parle beaucoup de femmes dans ce livre. C'est rigolo parce que le dernier livre que j'ai présenté pour cette saison, il n'y avait que des hommes. Et cette fois, il n'y a que des femmes. On se situe dans une histoire familiale. Et on a la grand-mère, la belle-mère, la mère, la future mère, la fille. Voilà. Il y a beaucoup de sensibilité féminine. C'est envoûtant presque. Comme dit dans le résumé donc, de ce livre, Sarah Biasini décide d'écrire un livre à son futur enfant. Donc il y a des passages différents, des passages de quand l'enfant est encore dans le ventre de la maman, quand l'enfant est né, et dans ces passages-là, il y a des sauts dans le temps. C'est vraiment le récit d'une famille, le récit de différentes histoires. Déjà, je trouve l'idée adorable que d'écrire un livre à son enfant. Et je sais déjà que je crois que j'ai envie de me saisir de cette idée et de faire pareil quand un jour peut-être je deviendrai mère moi aussi. C'est vrai, c'est un acte hyper sincère en fait de dire je me livre à mon enfant, là où on a l'impression que le parent doit avoir une posture droite et pas sans émotion, mais oui, une posture droite, c'est moi l'exemple. Là, on voit une femme qui se livre tout entière à son enfant, à sa petite fille qui est soit pas encore née, soit qui a 2 ans et demi. C'est déroutant et oui, sincère comme acte. Et dans cette idée-là, c'est avec derrière la possibilité que l'enfant lise ce livre, ou c'est quelque chose qui, pour toi, devrait rester comme une confidence à cet enfant, mais sans lui révéler en fait? Eh ben, je suis partagée entre les deux. Sarah Biasini, elle écrit ce livre parce qu'elle n'a presque pas connu sa maman et n'a pas de vraies informations sur sa mère. Que pensait-elle? Comment aimait-elle sa fille? Et donc, elle écrit ce livre pour donner ça à sa fille, pour offrir ça à sa fille. Voilà comment j'étais quand je t'attendais. Voilà comment j'étais quand je t'ai découvert pour la première fois. Voilà comment s'est passé l'accouchement. Voilà comment se passe notre vie, notre nouvelle vie de famille, etc. Mais il y a aussi des choses qu'elle écrit à des passages en disant « je l'écris pour pas le faire, pour pas le vivre. Je l'écris pour que ce soit une sorte d'exutoire. C'est posé noir sur blanc. Ça m'évitera de faire ça dans la réalité. » Donc je sais pas, vu que le livre est publié, si ça se trouve sa fille Anna, elle s'appelle Anna, peut-être qu'Anna va pouvoir le lire. Moi je pense que si je l'écrivais, ce serait avant tout pour moi, pour vivre ce processus d'écriture, etc. Peut-être que l'enfant le lirait, je sais pas. Je me suis pas projetée jusqu'à ce point-là. D'accord. Voilà, donc l'enfant arrive. C'est une nouvelle histoire qui s'imbrique dans d'autres histoires. Cet enfant sera la fille de, la petite fille de, la demi-sœur de, la nièce de. Et plus tard, ce sera la copine de, l'élève de, la directrice de, l'inventrice de, etc., etc. Mais cet enfant sera aussi et avant tout elle-même, tout simplement. C'est-à-dire un être humain qui découvre le monde, apprivoise son corps, franchit des portes, apprend le courage, la douleur, l'amour, expérimente l'inattendu, la lourdeur, le deuil, le souvenir. Comme sa mère le raconte, ce sera un humain à part entière aussi. C'est une nouvelle histoire. C'est pour ça que je trouvais que c'était très beau d'en parler dans cette saison, parce qu'on a parlé des grandes histoires, de la grande histoire, mais cette histoire qui arrive, que tout le monde sait qu'elle est en train de se préparer au creux du ventre de la maman, en fait. On prépare cette histoire qui va commencer. D'ailleurs, Sarah Biasini le dit, on achète des choses qu'on n'avait jamais achetées avant, on organise la maison comme on l'avait jamais organisée avant, une nouvelle histoire qui va tout faire changer. Sarah Biasini, dans La beauté du ciel, nous met aux confins de cette nouvelle histoire. Avec ce livre, nous entendons les premiers battements du cœur du bébé, son premier cri, ses premiers mots. Nous vivons dans l'intimité physique et métabolique d'un embryon qui se déploie, avec tout un monde autour. Un monde qui vit en ayant conscience que la vie se crée au centre de lui-même.
C'est aussi une histoire qui prend une autre direction dans la vie de Sarah Biasini, qui devient mère pour la première fois. Pour illustrer ça, je vais vous lire un passage du texte. « Enfin, j'efface toute photo inutile dans mon téléphone. Les paysages, les pense-bêtes. Je fais place. Je trie, je jette. Je donne tout ce que je peux de ma vie d'avant. Comme si tu allais me donner, par ma fonction de mère, une nouvelle identité. Comme lorsqu'on voyage dans un pays étranger. On rencontre des inconnus. On est soi-même étranger à leurs yeux. On peut donc être qui l'on veut. Une autre personne avec plus d'audace, de courage, de qualité, moins de faiblesse. Pour te montrer l'exemple, nos petites actions disparaissent pour laisser place aux grandes à venir. Les enfants donnent l'occasion aux parents de se racheter une nouvelle conduite. Tu es mon voyage à l'étranger. Ton père me glisse. Tu ne seras plus la fille de ta mère, tu seras la mère de ta fille. La messe est dite. Donc voilà, il y a cette histoire-là aussi de cette femme, Sarah Biasini, qui a toujours été la fille de, et vous savez peut-être pas encore de qui, mais la fille de quelqu'un, de cette actrice, de la fille de. Et là, son mari, son compagnon, lui dit « Ça y est, tu ne seras plus la fille de ta mère, tu seras la mère de ta fille. » C'est un nouveau rôle, c'est une nouvelle histoire. Elle le dit, une nouvelle identité. J'adore, je trouve ça trop beau. Il y a aussi l'histoire familiale, les ressemblances physiques qui ramènent tristement aux personnes qui sont déjà parties. Les traits de caractère que l'on croit discerner dans un sourire ou un éclat de rire. Moi, je suis plutôt d'avis de pas trop jouer à ce jeu-là de « tu ressembles à qui ? Il ressemble à qui ce bébé ?» Comparer les individus d'une même famille, je crois que ça force un certain conditionnement aussi. L'enfant se dit « je dois coller aux liens qu'ils font pour qu'ils me reconnaissent, pour être vraiment des leurs. » C'est un point de vue. Dans le livre, et vu l'histoire familiale de Sarah Biasini, je crois qu'il est presque impossible de passer outre ses envies de jouer à qui ressemble ce bébé, puisque les traits physiques sont le lien qui les unit et qui les unissent à un monde plus grand qui est la société, qui connaît cette actrice, qui connaît la famille de cette actrice. Donc le physique compte pour eux dans ce sens-là. Ah oui, c'est ma fille parce qu'elle ressemble à ma mère. Elle parle à un moment des yeux, par exemple, de la couleur des yeux de sa fille. Très puissant. Je vais lire un autre passage, justement sur le regard. Un regard foudroyant. Vous avez le même. Même si vos yeux ne sont pas de la même couleur, vous vous ressemblez. Je connais très bien les photos de ma mère bébé à 6 mois. Une intensité dans sa plus pure expression vous traverse. Et moi, par vous, je suis traversée. Qu'est-ce que je tiens dans mes bras ? Toi ? Moi ? Ma mère ? Je marche constamment sur ce fil qui nous lie, tendu mais incassable. La vie que tu m'as donnée, qui me reste, une vie interrompue il y a 38 ans, une autre qui commence aujourd'hui. Au milieu, je suis là. Au milieu, je reste. Je l'imagine arpenter les rues de Paris que nous traversons presque 2 générations plus tard. Encore une fois, toute cette histoire, ces souvenirs, ces images qu'on se crée aussi, comment ces personnes qui ne sont plus là étaient, où est-ce qu'elles marchaient, où est-ce qu'elles aimaient faire leurs courses, et qu'est-ce que leurs actes disent de moi, et qu'est-ce que ça va créer comme acte avec mes propres enfants. Voilà, toutes ces histoires qui se lient. Un visage, 1000 histoires. Et un visage, 1000 souvenirs aussi. Un regard, une mère et sa fille, une fille et sa mère, tout s'entremêle. Je trouve que Sarah Biasini traduit à merveille cette confusion, à la fois attendrissante et presque un peu gênante aussi. Elle qui a parfois tant voulu se détacher de l'image de sa mère, voilà qu'elle s'imagine maintenant la dorloter et la bercer. C'est une forme de candeur qui m'a vraiment emportée pendant la lecture. Enfin, et je termine cette présentation sur cela, Sarah Biasini donne une potentielle explication justement à cet acte d'écrire un livre à son enfant. Je reprends la lecture. Pourquoi je t'écris ? Pourquoi cela devient-il un travail, un besoin,
une nécessité absolue. Je ne vais pas mourir, pas tout de suite, pas dans 1 an, pas à 44 ans comme ma mère, mais si jamais je dois te laisser quelque chose de moi. J'ai si peu de ma mère, j'aurais voulu aussi qu'elle m'écrive. Mais comment pouvait-elle imaginer ce qui allait suivre ? Oh, dis donc. Là, ça nous laisse en haleine. On a vraiment envie de prendre ce petit livre et de le dévorer et de voir l'empilement des générations, comment ça vient se moduler en une personne, l'enfant. Ouais. Et il y a beaucoup de choses que je dis pas de ce livre volontairement, parce qu'il y a plein d'autres histoires qui s'entremêlent. L'histoire d'un frère, l'histoire de cette mère que je creuse pas parce que ce n'est pas de sa mère dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est vraiment de Sarah Biasini et de sa fille. En termes de proportion, tu penses qu'elle parle beaucoup de sa mère dans ce livre ? C'est par période. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des événements extérieurs. Elle croise un magazine où il y a une photo de sa mère dessus. On l'invite à avoir un reportage, une biopic faite sur sa mère. Et en fait, souvent, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle le vit, Sarah Biasini. Dans le livre, ça fait des sortes de flash d'un seul coup. En fait, sa mère est là, sa mère est partout. Il n'y a que sa mère. Et autour, c'est peut-être que des figurants, pour garder la thématique du théâtre. Il y a sa mère et puis des figurants qui tentent de trouver une place à l'image aussi. Donc en proportion, elle parle à sa fille. Donc c'est quand même sa fille qui je pense est le plus convoquée dans ce livre. Mais comme je disais, c'est tellement entremêlé et imbriqué à plein d'autres histoires. Elle parle aussi beaucoup de sa belle-mère, de sa grand-mère à elle. Enfin, tout est entremêlé. Et le passage que je viens de lire où elle dit « Qui est-ce que je porte dans mes bras ? Toi, moi, ma mère », ça résume à merveille cet entremêlement, cet entrechevauchement d'histoires. En fait, de petites et grandes histoires. Parce que dans une vie, la naissance de son enfant, c'est la grande histoire. Bon, je sais pas, c'est comme ça que je me le visualise en tout cas. Mais dans le monde, c'est une petite histoire. Enfin, c'est ces zooms et dézooms qu'elle crée entre les grandes et les petites histoires. Je trouve que c'est vraiment palpitant. Et oui, voilà, je l'ai lu d'une traite tellement j'avais envie de comprendre quel lien, jusqu'où elle allait dans les liens qu'elle se crée parfois aussi toute seule pour se rassurer ou des fois pour se faire peur. Parce qu'en fait, elle passe son temps à imaginer qu'elle va mourir. D'accord. Elle écrit ce livre parce qu'elle a peur de mourir comme sa mère est morte. D'accord. Voilà. Ah, ça donne un indice en plus. Oui. Et je prends le temps de lire un dernier passage bien sûr. Que je trouvais aussi très très beau. Oui, c'est un passage qui parle aussi un peu de pourquoi elle écrit, quelle est sa blessure en fait vis-à-vis du départ prématuré de sa maman. Je fais mine de ne pas vouloir partager mes souvenirs de petite enfance, mais je n'en ai pas ou si peu. Je ne m'en souviens plus. J'en aurais presque honte. On s'en veut de ne pas se souvenir. Comme si ce n'était pas normal. Comme si je ne pouvais pas être sa fille si je me souvenais de rien. Voilà. Ça résume, j'ai l'impression. Ouais. Un autre, c'est pas vraiment un indice, mais la maman de Sarah Biasini est décédée quand Sarah avait 4 ans et demi. D'où le fait que, en fait, elle le dit dans le livre, à 4 ans et demi, les souvenirs qu'on a avant nos 4 ans et demi, on ne s'en souvient pas. Ou alors on s'en souvient parce que quelqu'un nous les raconte régulièrement. C'est ce qui nourrit les repas de famille. Après, tu te souviens quand t'avais fait ça et ça ? Ah oui, et ton oncle, il faisait ça. Et en fait, elle n'a pas eu ce ressassement de souvenirs. Elle en a eu, mais par des gens qui ne connaissaient pas la famille, qui connaissaient que l'actrice. Voilà. Et donc, c'est pas sa mère, c'est pas sa vie. Elle reconnaît pas en tout cas. Oui. C'est intéressant, j'ai l'impression que quand j'entends la présentation que tu viens de faire, qu'en fait autour de cette vie familiale, de ce cocon familial, c'est comme si tout autour la vie publique de sa mère était comme des frontières un peu malfaisantes qui rôdent un petit peu, qui a surgi d'un coup, auquel il faut se protéger de cela, et ça donne encore plus envie c'est pas juste un cocon familial, une aventure dans cette grande histoire. C'est une aventure à prendre avec ce relief qui est la vie publique de sa mère, qui est là toujours, j'ai l'impression, tapie dans les forêts.
Et à un moment dans le livre, elle s'insurge contre sa mère. Elle ne parle plus à sa fille, elle parle à sa mère en disant « Mais pourquoi tu les as laissés t'interviewer à ce moment-là alors que t'étais pas bien, te faire prendre en photo alors que t'étais pas bien ?» Elle en veut à sa mère d'avoir laissé paraître des choses qui, pour elle, encore une fois, ne sont pas la vérité ou ne sont qu'une infime partie de cette vérité. Comme tu dis, c'est l'histoire publique aussi, c'est l'histoire que le monde autour de cette actrice s'est créé. C'est un fantasme, en fait, que les fans, les téléspectateurs, etc., se sont créés autour de cette actrice. Alors qu'en fait, c'est une actrice. Donc, elle joue des rôles. C'est pas sa vie privée est tout autre. Enfin, ce qu'elle est dans la vie privée est tout autre. Mais j'espère que les auditeurs et auditrices qui nous entendent ont en eux se disent « Ah, je suis quasiment sûr de savoir qui c'est, mais j'hésite encore. Mais on va laisser encore un petit peu le doute planer. Oui, voilà. Et on va passer à la dictée. Voilà, tout à fait, c'est parti. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Donc Fabien va très rapidement vous lire le passage de la dictée. Je vous lis juste le paragraphe qu'il y a au-dessus, qui me semble, que je n'incorpore pas dans le texte de la dictée, mais qui me semble important à vous transmettre parce que ça vous met un peu le contexte de ce qu'elle est en train de dire. Je prends conscience de l'importance de l'impression sur papier, de la fixation du souvenir, garder une trace, voir nos têtes vieillir, capturer la joie, la beauté, l'encadrer, l'exposer, chez nous. Voici donc le texte. Je vois l'amour de ma mère sur ses photos. Je me revois fixer ses yeux sur la pellicule, ses yeux, qui fixent l'objectif, qui me fixe, moi. Je la regarde de longues secondes. Je pourrais dire que je nous invente des conversations, mais ce n'est pas vrai, c'est moi qui parle. Je secoue légèrement la tête de droite à gauche, un air de lui dire « Vraiment ? Vraiment ce que tu es belle, vraiment ce que tu m'agaces de n'être plus là, vraiment ?» Je l'engueule pour mieux la chérir. Je la délaisse pour la garder près de moi. Je la démystifie pour l'humaniser pour la ressusciter. Voilà avec quoi nous allons faire la dictée. Ça va être trop bien. Allez, ma petite feuille blanche, mon stylo, je regarde qu'il marche bien. Ouais, c'est cool. Quand tu veux. C'est parti. Je vois l'amour de ma mère. Je vois l'amour de ma mère sur ses photos. Point. Je me revois fixer ses yeux. Je me revois fixer ses yeux sur la pellicule, virgule, sur la pellicule, virgule, ses yeux qui fixent l'objectif, virgule, ses yeux qui fixent l'objectif, virgule, qui me fixe moi, point. Qui me fixe moi, point. Je la regarde. Je la regarde de longues secondes, point. De longues secondes, point. Je pourrais dire que je nous invente
que je nous invente des conversations, mais ce n'est pas vrai. Point. Je pourrais dire que je nous invente des conversations, mais ce n'est pas vrai. Point. C'est moi qui parle. Point. C'est moi qui parle. Point. Je secoue légèrement ma tête. Je secoue légèrement ma tête de droite à gauche, virgule. De droite à gauche, virgule. Un air de lui dire. Ouvrez les guillemets. Vraiment? Point de suspension. Fermez les guillemets. Point. Donc, ouvrez les guillemets. Vraiment? Point de suspension. Fermez les guillemets. Point. Vraiment ce que tu es belle, virgule. Vraiment ce que tu m'agaces. Vraiment ce que tu es belle, virgule. Vraiment ce que tu m'agaces de n'être plus là, virgule. Vraiment, point d'exclamation, point de suspension. Je l'engueule pour mieux la chérir. Point. Je l'engueule pour mieux la chérir. Point. Je la délaisse pour la garder près de moi. Point. Je la délaisse pour la garder près de moi. Point. Je la démystifie pour l'humaniser. Point. Je la démystifie pour l'humaniser. Point. L'humaniser pour la ressusciter. Point. L'humaniser pour la ressusciter. Point final. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est vraiment plaisant d'écrire comme ça. On a l'impression de presque s'approprier, qu'on pourrait continuer en fait d'écrire ensuite et de créer une histoire à partir de ce début. C'est vraiment une super sensation. Merci beaucoup Clémence pour cette dictée. Maintenant nous allons faire la 3e lecture. Oui. Je commence. Je vois l'amour de ma mère sur ses photos. Je me revois fixer ses yeux sur la pellicule, ses yeux qui fixent l'objectif, qui me fixe moi. Je la regarde de longues secondes. Je pourrais dire que je nous invente des conversations, mais ce n'est pas vrai. C'est moi qui parle. Je secoue légèrement ma tête de droite à gauche, un air de lui dire « Vraiment ». Vraiment ce que tu es belle, vraiment ce que tu m'agaces de n'être plus là, vraiment. Je l'engueule pour mieux la chérir. Je la délaisse pour la garder près de moi. Je la démystifie pour l'humaniser. L'humaniser pour la ressusciter.
comme je disais en off, j'ai eu du mal à choisir quel passage je voulais prendre pour la dictée. Parce que, bon, vous voyez pas, vous les auditeurs, mais mon livre est corné à plein d'endroits de pages que j'étais là, ouah, ça va être ça, ouais, ça va être ça. J'ai mis beaucoup de temps à me dire, ok, quel passage ça va être. Et celui sur ces photos, en fait, je trouvais qu'il allait bien avec l'histoire, avec la saison 2, en fait, de notre histoire. Cette idée que la photo rend ce bout-là de l'histoire éternel, en tout cas. On peut toujours y revenir. Je me posais la question en choisissant finalement ce texte, je me disais, mais comme ça devait être bizarre de vivre le deuil, la séparation, avant que la photo existe, en fait. Juste, tu ne vois plus jamais ce visage. Ouais, c'est un vrai vide. Enfin, je me suis questionnée de manière un peu philosophique sur ce truc-là, de me dire, mais avant la photo, comment on pouvait adoucir son cœur, en fait, revoir les yeux d'une personne qu'on a aimée, son sourire, se remémorer, ah oui, je me souviens cette photo, on faisait un pique-nique, on prenait le petit déjeuner ensemble, parce qu'elle parle d'un petit déjeuner avec sa mère à un moment. Oui, ça me questionne vraiment, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, mais, c'est une question qu'on peut se poser dans cette saison sur l'histoire, le fait de capturer visuellement des souvenirs. C'est important dans l'histoire, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, chacun il pourra y rajouter. Écrivez-nous sur les réseaux, etc. On peut continuer les débats sur d'autres plateformes. Est-ce que au niveau de l'écriture, du vocabulaire, etc., est-ce que ça a été t'as eu des couacs, des moments où tu t'es vraiment posé des questions? Ouais, une seule fois sur ce texte et sur le dernier mot. J'ai eu une hésitation et je le revois, je me dis non, ça s'écrit pas comme ça. Donc c'est sur le dernier mot qui est ressuscité. Oui. Là, avec les C et les S, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et tu as mis quoi finalement? Du coup, j'ai presque honte de le dire et je suis plus du tout sûr de moi. J'ai mis R, E accent aigu, C, U, 2 S, I, T, E, R. Eh bien, je vais faire comme je fais avec les enfants en accompagnement scolaire. Super. Si je lis ce que tu as écrit, je lis récusité. Ah oui. Parce que tu as mis un U après un C, et le C à ce moment-là fait le son K. Ah. Donc déjà, ça peut pas être ça. Ok, si je mets une CDI. Non, oui, tu peux mettre une CDI, mais c'est pas ça. Je vais l'épeler. Donc déjà, il n'y a pas d'accent dans ce mot. Ok. Puisque c'est R-E-S-S-U-S-C-I-T-E-R. Okay. Et le fait qu'il y ait les deux S ne nécessite pas l'accent sur le premier E. D'accord. Donc R-E-2-S-U-S-C-I-T-E-R. Ressuscité. Merci. Je m'étais dit qu'il fallait peut-être l'épeler celui-là. Ouais. Et il y en a un autre, démystifie. Ah ok. Parce que en le voyant, alors pas pendant la lecture, mais là en choisissant le texte, je me suis dit, les gens peuvent avoir en tête le mot mythe qui prend un H après le T. Ah ouais. Donc là c'est D-E accent aigu M Y-S-T-I-F-I-E. Ouais, puisqu'il est conjugué avec la première personne du singulier. C'est ça, au présent de l'indicatif. Ouais. Et juste pour dire comment moi je l'ai pensé, en fait, moi je suis parti de suite sur le mystique. Ah oui. Et donc j'ai pas eu cette confusion-là qu'on peut avoir avec le mythe. Ouais. Plutôt. Ouais. Voilà. Et moi j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de choses compliquées d'un point de vue grammatical ou orthographique, ou même dans les conjugaisons. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour les corrections. Et évidemment, comme d'habitude, à la fin de la saison, on publiera les textes pour que vous puissiez vous corriger à la maison. Et si vraiment vous êtes des curieux, je vous invite vivement à aller acheter ce livre en librairie. Quel est son titre d'ailleurs? Je m'en souviens plus. Je l'ai dit au tout début, La beauté du ciel. Voilà. Et justement, dernière petite chose, j'adore savoir pourquoi ce titre a été choisi. J'adore lire des livres où on comprend pourquoi le titre a été choisi. Par exemple, il y a un livre de Delphine de Le Vigan qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit, où elle parle aussi de sa mère. Je crois que j'aime beaucoup les récits comme ça. Et en fait, on se dit Rien ne s'oppose à la nuit.
Et en fait, à la toute fin, on comprend pourquoi. Je le dis pas parce que, bon, vous irez peut-être le voir. Et là aussi, on comprend pourquoi la beauté du ciel, pourquoi ça s'appelle comme ça. Ouais. Pourquoi ça s'appelle pas à ma fille, à Anna, de Sarah à Anna. Enfin, tu vois, il y aurait pu avoir plein de titres et en fait, là, non. À la fin, on comprend, dans les dernières pages, on se dit la beauté du ciel. Super. Et donc, tu conclus le livre avec à nouveau une belle émotion qui te fait revenir au tout début. Et donc, dans ton top 5 des livres, il y rentre ? Compliqué. En fait... de sûr, il n'y a rien de s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan Le Vigan dans mon top 5. Et je me dis, comme c'est un peu le même style, j'ai envie de les mettre ex-aequo sur la même ligne. Ouais. Je crois que j'aime beaucoup les filles qui parlent de leur mère. D'accord, oui. Qui parlent de la famille. C'est ce dont on a appris aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai tout dit. Non, tu n'as pas tout dit, Clémence. Dis-moi. On arrive au terme de cette émission. Avant de vous parler de réseaux sociaux, etc., j'ai une question à te poser. La semaine dernière, on a annoncé cette émission en disant qu'on allait parler d'une certaine RS. Tu n'as pas voulu en dire un mot au début. Est-ce qu'on va savoir de qui il s'agit ? Eh bien, non. Quoi ? En fait, oui, déception, trahison. Ouais. En fait, aujourd'hui, je parle pas de la fille de... Je parle d'une écrivaine. C'est son premier livre d'ailleurs. Si vous êtes curieux, si vous avez vraiment envie de savoir, faites vos recherches. Sarah Biasini, RS, vous allez très vite trouver. Aujourd'hui, c'est Sarah Biasini que je nomme. Très bien. C'est parfait ainsi, parce que vraiment, je dis on parce que je vous inclus, vous toutes et tous, auditrices, auditeurs, dans ce qu'on vit, et donc on a vraiment été plongés. Enfin, moi j'ai envie qu'elle dure encore un petit moment cette émission. C'était super, la dictée est vraiment belle. Je t'ai pas du tout coupé pendant la présentation, parce que vraiment je buvais tes paroles, et ça donne énormément envie de lire ce livre. Voilà, je crois qu'on va aller chez nos libraires voilà, c'est ça. Pour l'acheter. Et c'est ainsi que se conclut cette émission. Avant de vous quitter, on fait notre petit topo réseau. On est donc sur la saison 2. On conjugue les plaisirs de l'histoire, la petite et la grande. Et on nous retrouve sur Insta et Facebook pour le côté actu, les photos. Les corrections de texte. Ouais, voilà, les corrections, les haïkus, voilà, toutes les petites choses autour de notre émission. Ensuite, on peut écouter les émissions Spotify, SoundCloud, YouTube, Décibel, La Voyelle Bleue. Exactement. Voilà, j'ai tout dit. Oui. Super. Et je rajouterais qu'il ne faut pas hésiter à partager quand vous écoutez un épisode qui vous a plu. C'est ce petit réseau-là que vous allez créer vous-même qui va nous permettre de grandir et grandir et grandir encore. Alors, ne soyez pas timide, un petit pouce bleu, un partage, un commentaire. Même si vous partagez ça dans un message privé avec un ami, ce réseau se crée grâce à vous. On compte sur vous et on vous remercie pour votre écoute. Merci à toi, Clémence. Merci. À dans 15 jours. Oui. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de La Voyelle Bleue.